Très bien, merci pour cette présentation et cette invitation d'ailleurs. Alors c'est le privilège des conférenciers de tomber le masque, c'est pour ça que je fais des conférences. Alors j'ai prévu de vous proposer ça en 3 tableaux en fait. La grotte de Bruniquel dans ses premiers moments de reconnaissance, le retour à Bruniquel, un épisode 2, et puis on verra si on a le temps, mais je pense qu'on aura le temps sur peut-être une douzaine d'images pour terminer les travaux actuels qui ne sont pas encore publiés, qui sont inédits, que nous faisons dans cette grotte de Bruniquel. Alors donc je vous emmène dans le sud-ouest de la France. C'est évidemment un des bastions de la préhistoire européenne et même mondiale. Par contre, il y a des zones, il y a des secteurs du sud-ouest de la France qui sont un peu moins connus que d'autres. Souvent, la préhistoire, c'est les Aisies, la Dordogne, le Périgord, parfois un peu le Quercy ou les Pyrénées. Ici, on est dans l'extrême sud de Quercy. On est voilà, à peu près une heure et demie de voiture de Toulouse, au nord. On est dans les gorges de l'Aveyron. Alors, les gorges de l'Aveyron, pour les Parisiens, peut-être c'est un petit peu loin, presque 650 km. Et les gorges de l'Aveyron, c'est assez compliqué parce qu'en fait, on est dans le département du Tarn-et-Garonne et en fait, le site est pratiquement frontalier de 2 départements, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Les gorges de l'Aveyron, en fait, recoupent l'extrémité la plus méridionale d'un plateau calcaire qu'on appelle le Quercy. Et ce plateau calcaire, il est bourré de sites préhistoriques. Et donc dans ce petit segment des gorges de l'Aveyron, grosso modo entre Saint-Antonin et Bruniquel, il y a plusieurs dizaines de sites, dont cette fameuse grotte de Bruniquel, dont je vais vous entretenir. Alors voilà, ça c'est juste une image, une petite carte, un petit topo, une petite révision géographique si vous avez oublié où étaient ces gorges de l'Aveyron. Et vous avez à l'écran ici donc ces gorges là qui recoupent cette partie sud du Quercy aux confins occidentaux du Massif central et sur la partie est ou orientale du bassin aquitain. Donc c'est une zone un peu de transition, hein, Massif central, bassin aquitain, Quercy. Et donc vous avez ici sur la carte un certain nombre de sites qui sont mentionnés et qui concernent plutôt des périodes anciennes. Il y a un site assez ancien, c'est les Rameaux, Ligue des Rameaux. C'est un site qui a 300-400 000 ans, c'est plus vieux que Bruniquel. Après on a 2 sites néandertaliens en rouge, là, il est marqué Bruniquel. Alors désolé, c'est marqué en anglais, grotte de Bruniquel. Et puis celle-ci. C'est un site de plein air néandertalien. Qui est un petit peu plus récent que Bruniquel, à peu près 60-70 000 ans avant le présent. Et après, tous les autres sites en bleu ou en bleu-vert sont des sites du paléolithique récent. Je ne sais pas si vous le savez, mais on ne dit plus paléolithique supérieur. Le paléolithique n'a pas à être supérieur à un autre. Donc on dit paléolithique ancien, moyen, récent. Et plusieurs de mes collègues ont adopté cette terminologie 21e siècle. Donc oublions le paléosup et parlons du paléolithique récent. Et donc ici, vous avez des sites, grottes ou abris qui ont livré des œuvres célèbres dans ces gorges de l'Aveyron et qui sont au Muséum d'histoire naturelle, au musée de l'archéologie nationale à Saint-Germain, voire même au British Museum à Londres. Ce sont des œuvres extrêmement célèbres, magnifiques, qui concernent donc des périodes. Alors là, j'en ai retenu 2. Il y a Gravétien entre 34 000 et 25 000 avant le présent, Magdalénien entre 20 000 et 14 000 avant le présent. La plupart des sites de ces gorges de l'Aveyron sont plutôt magdaléniens. Là, vous avez un magnifique propulseur, qui est une pièce très très connue. Et puis ça, cette pièce est au British Museum à Londres. C'est un élément sculpté dans l'ivoire. Du bois de Rennes, pardon, et qui représente un mammouth. C'est également un fragment de propulseur. Et tout à fait en haut à droite, le Courbet, c'est une petite grotte qui est juste en face de Bruniquel et qui a livré cette petite statuette féminine d'âge magdalénien également. Et il y a également dans ces gorges de l'Aveyron 2 ou 3 grottes ornées. La Magdeleine des Albis, la grotte du Travers de Janoï et la grotte de Merrière supérieure. Ces 3 grottes sont soit dans le Tarn, soit dans le Tarn-et-Garonne, en fonction de la rive des gorges de l'Aveyron. Et elles représentent des sculptures, des peintures, des dessins d'âge magdalénien. Et pour le Travers de Janoï, c'est plutôt du Gravétien. Donc la période du Gravétien, c'est plutôt 34 000, 25 000 avant le présent. Et le magdalénien, beaucoup plus récent. Voilà pour ce petit résumé de la préhistoire des environs de Bruniquel avant de rentrer dans la grotte aux stalagmites. Alors donc j'ai découpé ça en 3 tableaux. Bruniquel saison 1, Bruniquel saison 2
et Bruniquel saison 3 pour les travaux actuels. Donc saison 1, c'est la découverte de la grotte. On l'a présenté il y a quelques instants. La découverte de la grotte date de 1990 par un très jeune spéléologue, Bruno Kowalewski. Alors, SAC, ça signifie Société spéléo-archéologique de COSAD. Voilà. Et très vite, ce jeune spéléologue se rend compte qu'il a fait une découverte majeure. Il pénètre dans une grotte vierge. Il prévient ses collègues de la Société spéléologique de COSAD et qui poursuivent avec lui l'exploration et la reconnaissance qui s'est fait en plusieurs temps. Et juste après, les spéléologues se rendent compte de l'importance de la découverte et tout de suite préviennent un archéologue, un archéospéléologue, François Rouzot, vous avez son nom, et François Rouzot et Michel Soulier commencent des travaux de reconnaissance de ces fameuses structures, puisque c'est ça qui fait le sel de Bruniquel, c'est des structures construites, et donc ils les ont relevées, ils ont commencé à essayer d'en comprendre l'organisation et surtout de les dater. Et donc voilà, on voit une image là avec François Rouzot, et donc on est dans les années 90, il y a un carvoyage comme ça un petit peu artisanal pour relever ces structures. On le voit également pénétrer dans la grotte. La grotte est très difficile d'accès. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le documentaire, mais on nous voit rentrer dans la grotte de manière très sportive. Ce sont des étroitures assez sévères pour rentrer dans la grotte. Et puis, juste après leur découverte, il y a quelques publications qui mentionnent ces structures, mais elles sont publiées dans des revues un petit peu de pas grande diffusion, Spelunca, Quaternaire, des présentations en colloques, en congrès, mais ça ne fait pas vraiment la une des journaux, en tout cas dans les années 90. Alors en fait, ces premières générations de spéléologues ont reconnu, une fois les étroitures franchies, on arrive au sommet d'un éboulis, on reviendra sur la topographie, on arrive au sommet d'un éboulis et sur cet éboulis, il y a de la faune. De la faune en assez grande quantité qui affleure. Hein, vous le voyez, il y a une omoplate d'ours. À droite, Cervus, c'est le cerf. Il y a un bois de cervidé, d'un très grand cervidé. Ici, en bas à gauche, on a un crâne de renne. Et puis, voilà, un tibia de cervidé. Alors cette liste de faune qui est en surface de l'éboulis juste après l'entrée, elle est très impressionnante. Je vous ai mis ici la liste. Non, je ne vais pas vous égrener, rassurez-vous, toutes les espèces, mais c'est l'ours qui domine. Mais pas n'importe quel ours. En fait, ce n'est pas l'ours des cavernes qui est l'habituel, celui qui fréquente majoritairement les grottes, nos grottes. C'est l'ours de caverne. Ici, c'est de l'ours brun. Alors l'ours brun, il a plusieurs intérêts. Donc en latin, c'est Ursus arctos. L'ours brun, il a plusieurs intérêts. D'abord, il n'est pas aussi dangereux que l'ours des cavernes pour les hommes. Et l'alternance ours brun-homme dans une grotte est probablement un peu moins redoutable que d'alterner avec des ours des cavernes. Par contre, pour les préhistoriens, pour les paléontologues, l'ours brun est un petit peu moins intéressant parce que son évolution paléontologique n'est pas aussi marquée que celle des ours des cavernes, qui sont très faciles à dater, puisque l'ours des cavernes, en permanence, va augmenter sa taille jusqu'à disparaître. Alors l'ours brun est un petit peu ubiquiste. Il n'a pas de signature paléoclimatique, climatique. Il s'adapte un petit peu à tous les environnements. Plutôt des environnements tempérés, plus que des environnements ouverts. Et donc, on a énormément de restes d'ours dans cette grotte. Et puis, il n'y a pas que de l'ours. Il y a du chat sauvage, du renard, du blaireau, du cheval, auroch, cerf, renne, chevreuil, castor, etc. Donc, une faune assez abondante, probablement d'origine naturelle. Alors là, je suis déjà en train de transgresser ma présentation, puisque je viens de s'afficher une date, 85,5 plus ou moins 0,5 Ka, les préhistoriens s'expriment en kilo-années. Donc il faut rajouter 3 zéros. Donc en fait, c'est 85 500 ans, plus ou moins 500 ans. Et en fait, là, on vient de dater une petite stalagmite qui s'est développée sur le bois de cervidé. Et donc cet âge, il est extrêmement précieux, puisque ça nous date un terminus. Ça veut dire que le bois de cervidé, il est antérieur à 85 000 ans, par définition. Voilà, on va tirer le fil de ces datations de concrétion tout au long de la soirée. Juste après cet éboulis, on arrive dans une salle qui s'appelle la salle des Bauges.
Tout simplement parce qu'il y a énormément de bauges d'ours. On est toujours sur l'épisode 1. Ce sont des relevés et des photos des années 90 de la première équipe. Et donc, ces bauges d'ours, ce sont des nids, en fait, des ours. Les ours, ils hibernent, ils rentrent dans les grottes, ils creusent des nids, et s'ils ne meurent pas, ils ressortent. Parce qu'en fait, il n'est pas normal de trouver des restes d'ours dans les grottes. Ça veut dire ils sont décédés. Ça, c'est plutôt des cas malheureux pour les ours. Nous, on a plutôt un site avec des bauges d'ours, donc les vestiges de leur hibernation, et ils ressortent. Il y a très peu d'ossements, ou pas trop d'ossements en tout cas, contrairement à d'autres grottes. Et donc, toutes les pastilles rouges, là, sur le plan, ce sont des bauges d'ours. On a également des empreintes au sol, des empreintes de pas, de pieds, de pattes, de griffes. Les ours se font les griffes sur des reliefs pariétaux ou argileux. Donc ça, il y en a pas mal. Et cette grotte est magnifique. En fait, quand vous rentrez dans Bruniquel, la grotte est splendide. Il y a des superbes concrétions, il y a des voiles de calcite translucides, il y a des petits lacs souterrains avec de la calcite flottante. C'est l'image en bas à gauche. Elle est flottante, c'est-à-dire qu'elle bouge. Des concrétions assez extraordinaires qui portent des noms parfois un petit peu imagés. Et c'est intéressant de voir cette splendeur de la caverne parce que les hommes de Néandertal, s'ils sont bien rentrés dans cette grotte, et on en a de bonnes démonstrations, ont vu la même chose. Et peut-être que ça les a interpellés, ces splendeurs souterraines. Nous, ça nous interpelle. On trouve ça plutôt, si on est un petit peu romantique, on trouve ça assez joli, c'est assez esthétique, c'est assez esthétisant, même avec ces reflets dans les lacs souterrains. Si on fait jouer la lumière, c'est même assez sympathique. Alors, toujours saison 1, les premiers travaux des années 90, ils arrivent donc à 330 mètres de l'entrée. Et donc, il y a ces structures qui dessinent une espèce de grand anneau, même plusieurs. Et donc, voilà les premiers relevés des années 90. Je crois que c'est 80... Enfin, il est marqué 96 pour la publication, mais c'est 93 le relevé, peu importe. Et déjà, on voit que cette salle, elle n'est pas anodine. En fait, c'est une des plus grandes salles, peut-être même la plus grande salle de la grotte. Elle fait 35 mètres par 25. Elle est à 330 mètres de l'entrée. On est dans le noir absolu. Sans lumière, on ne voit absolument rien. Et donc, forcément, les hommes ont aussi dû s'affranchir de cette obscurité. Et on voit que les structures sont implantées à peu près au centre de la salle. Voilà les premiers relevés de François Roseau et Michel Soulier des années 90. Et vous voyez tout ce qui est en jaune, ce sont ces fameuses stalagmites que les hommes ont arrachées à l'environnement proche pour dessiner ces structures dont la fonction est d'ailleurs assez énigmatique. En rouge, vous avez des stalagmites entières et en jaune, ce sont des stalagmites qui ont été fragmentées, qui ont été fracturées, qui ont été sectionnées. On y reviendra. Et enfin, en bleu, ce sont ce qu'on appelle des repousses. C'est-à-dire des stalagmites qui ont repoussé une fois que les structures ont été construites. Les hommes quittent la grotte et il y a la croissance continue, hein, l'histoire de la grotte se poursuit. Et donc les rideaux bleus, là, ce sont des concrétions qui sont venues sceller les constructions. J'ai dit les constructions. Les stalagmites sont venus sceller les constructions initiales en jaune ou en rouge. Donc vous avez une espèce de séquence, on appelle ça une stratigraphie. 1, le jaune et le rouge. 2, le bleu. Donc, si on peut dater le bleu, on aura une idée de l'âge du jaune, ou en tout cas d'un âge minimum. Ça va être le jeu à Bruniquel. Et on voit très bien ces nouvelles concrétions parce qu'elles sont très blanches par rapport aux anciennes qui ont servi de matériaux de construction et qui sont beaucoup plus terreuses, argileuses. Vous voyez très bien sur la photo, là. Alors, ces premiers collègues-là vont également noter des traces d'arrachement. Les endroits où ils ont arraché des stalagmites, ça fait un espèce de creux en négatif. Et puis, ils vont également identifier des os brûlés. Et donc, os brûlé pour un préhistorien égale datation. Donc, je prélève un os brûlé, j'envoie au laboratoire de datation. À l'époque, c'est Hélène Valadas à Gif-sur-Yvette. Et elle donne un résultat. Elle dit c'est plus âgé que 47 600 ans. Et si vous connaissez un peu le carbone 14, 47 000, on est vraiment en limite de la méthode. On peut avoir des datations fiables pour le carbone 14 jusque vers 40 000, 42, 43. 45, 47, on est pratiquement en limite de méthode. Et là, c'est bon, ça veut dire que l'âge est ancien, mais on ne peut pas vraiment tirer de conclusion avec un seul résultat comme ça. Et il publie dans une revue, Spelunca, et assez curieusement, alors qu'il y a quand même ces structures qui sont assez spectaculaires, un âge
apparemment très ancien qui peut nous mettre sur la voie de Néandertal. D'ailleurs, François Rouzot le dit dans plusieurs publications. Curieusement, Bruniquel, une grotte passée quasi inaperçue, probablement parce que voilà, la médiatisation n'a pas fait son effet. On a publié dans des revues un petit peu obscures. Alors, il y a quand même quelques préhistoriens, je leur rends hommage, qui ont noté Bruniquel et qui nous ont un tout petit peu alertés. Dominique Baffier, Michel Blanchet, grand préhistorien, qui écrit un livre sur les grottes ornées, la naissance de l'art, la genèse de l'art préhistorique. Et il inclut Bruniquel et ses structures dans son livre sur la genèse de l'art préhistorique. Donc ça l'interpelle. Des hommes vont sous terre, font des structures, c'est pas vraiment de l'art. Mais je le mets quand même dans mon livre sur la genèse de l'art préhistorique. Et d'ailleurs, la page de Michel Blanchet est remarquable de justesse, de précision et de prudence aussi. Jean-Claude, grand nom de la préhistoire. Jean-Claude mentionne Bruniquel, mais dans des hommages parus aux États-Unis, ça passait un petit peu inaperçu. Et puis, le dernier, très proche de nous, il a d'ailleurs rejoint, je l'ai invité à rejoindre l'équipe, c'est un préhistorien canadien, Brian Hayden, qui publie à 2 reprises, et dans un journal anglais, Oxford Journal of Archaeology, il publie la grotte de Bruniquel, il reproduit le plan, et il dit, ça c'est Néandertal qui a fait ces structures, et ça vaudrait vraiment le coup d'y revenir, et du coup ça alimente mon dossier, je sors Néandertal de sa bestialité, et je contribue à rehausser Néandertal dans une humanité un petit peu plus fréquentable. Vous voyez bien, il va sous terre et il fait des structures au fond d'une grotte. Voilà, ça c'était Bruniquel saison 1. Bruniquel saison 2, on est en 2013-2014, Sophie Verheyden, géologue belge, visite une petite exposition qui est à la mairie de Bruniquel, dans le château de Bruniquel. Entre parenthèses, c'est le château où on a tourné Le Vieux Fusil, avec Philippe Noiret. Magnifique château, et il y a une petite exposition qui présente la grotte. Et elle est interpellée par ces structures, et elle dit, mais moi ça m'intéresse, je voudrais visiter la grotte, je pense pouvoir contribuer à dater ces structures. Je suis spécialiste de la datation des stalagmites, et je connais le laboratoire qui pourrait nous faire les datations. Et donc elle s'adresse à la direction des affaires culturelles, elle veut monter un dossier, et on lui dit, bah ok mademoiselle, mais il faudrait qu'il y ait un préhistorien dans votre équipe. Et donc elle en parle à Dominique Gentil, l'un de ses collègues géologues. Je travaille avec Dominique Gentil, et Dominique Gentil me parle de Sophie Verheyden. Et donc, voilà, on se retrouve tous les 3, tous les 4 avec Michel Soulier. Je connaissais Michel Soulier par ailleurs. Donc, en fait, on se connaissait tous plus ou moins. Vous savez, c'est une petite communauté, les préhistoriens. Et donc, on se retrouve en 2014 et on visite tous les 4 la grotte. Et enfin, moi, je revisite pour la seconde fois. J'avais visité du temps de François Rouzot la grotte. Et donc, on se met d'accord pour monter une opération de recherche. Et donc, voilà, première mission en mai 2014. On fait les datations, je vais vous expliquer comment, quelques mois plus tard. Et puis, les résultats tombent dans l'été, des résultats absolument inouïs. Et donc, ces résultats sont tellement inouïs on se met d'accord pour préparer une publication qu'on soumet à Nature. Et finalement, ça passe. On a eu un peu de mal, mais Nature a accepté. Et quand vous publiez Nature, pour un préhistorien, c'est comme si vous gagnez la Coupe du Monde pour un footballeur. Enfin, après, la médiatisation a été pratiquement non-stop depuis 4 ou 5 ans. Et effectivement, ça a un petit peu changé la vie de Sophie et en partie la mienne également, avec Bruniquel saison 2 et bientôt 3. Alors voilà, une autre topographie un petit peu plus actualisée de la grotte, qui est en fait un long couloir de presque un demi-kilomètre de long, 500 mètres. C'est très long, 500 mètres sous terre. Les structures sont toujours à 336 mètres de l'entrée. Vous voyez les 2 petites images en haut à gauche et la difficulté. Je pense que ça explique aussi le caractère un peu discret de la découverte de Bruniquel, c'est que c'est une grotte qui ne se visite pas, qui est très très difficile d'accès. Donc voilà, il faut y aller, il faut avoir envie d'y aller et d'en ressortir. Voilà, et puis avec la toponymie et puis quelques éléments, cette grotte est assez grande, hein, une largeur entre 10 et 20 mètres, une hauteur 4-7 mètres. Imaginez un bon couloir de métro, une bonne station de métro, au moins le Châtelet, hein, avec des concrétions à la place des faïences, et vous aurez une petite image de la grotte de Bruniquel. Alors, nous revenons dans Bruniquel, mais pour 2 raisons. On souhaite revenir sur les structures. Rouzot a fait un plan, ok, mais il n'a pas vraiment décrit ces structures. Il ne les a pas inventoriées, cataloguées, étudiées. Il ne s'est pas trop donné les moyens. De toute façon,
en 12 ou 15 ans, évidemment, les techniques ont fait des progrès. On peut faire de la 3D, on fait des tas de choses maintenant. Et donc, on met au point une fiche d'inventaire pour inventorier tous les éléments qui composent les structures et démontrer que ce sont bien des structures d'origine humaine et non pas naturelle ou animale. Et puis, le deuxième objectif, c'est dater. Alors ça, c'est le travail de Sophie. SV, c'est Sophie Verheiden. DG, c'est Dominique Gentil. Et moi, je m'occupe de la partie relevé, inventaire. Gigi, c'est moi. Et donc, moi, je suis chargé de statuer sur le rôle, la fonction et surtout l'origine non naturelle des structures. Et Sophie, elle est chargée de dater ces structures. Et donc, elle a une idée absolument géniale. Là, une petite reconstitution un peu simplette qui vous montre une stalagmite qui est arrachée par des hommes. Et donc, elle bascule. Et après, on voit des repousses qui sont en train de venir croître sur cette stalagmite. Soit stalagmite mise dans des constructions, soit laissée au sol. Et comment dire, sa racine, sa base décapitée est également recouverte de stalagmites. Et donc, si on fait des prélèvements de stalagmites à la base des repousses ou même à l'extrémité de la stalagmite, on va avoir comme ça des datations et qui vont pouvoir prendre en sandwich, si on a de la chance, l'âge des constructions. Voilà, ça c'est l'idée géniale de Sophie. Attendez, je ne vais pas vous la remettre deux fois. Alors, les relevés, donc on fait intervenir des collègues qui font de la photogrammétrie, de la 3D. On a maintenant des méthodes un petit peu plus rapides pour relever tout ça. Mais enfin, les relevés de François Rousseau étaient excellents. Voilà, on a 6 ou 7 structures, comme vous le voyez. Là, on a une très grande structure annulaire. Et puis, les petites étoiles, les petits soleils vous montrent des points d'éclairage, de chauffe, avec des éléments brûlés, carbonisés, qui sont présents et qu'on voit et qu'on peut relever. Ça couvre à peu près 30 mètres carrés, voilà, pour la plus grande. On leur donne des lettres A, B, C, D, on fait des mesures, et vous allez voir, on va faire des tas de mesures sur ces structures pour essayer de démontrer le caractère construit, et puis essayer d'identifier leur âge. Alors, on crée un néologisme pour qualifier ces matériaux de construction. C'est la première fois qu'on étudie une construction qui est faite avec des morceaux de stalagmites, de concrétion, de calcite. Et donc, on crée ce terme de spéléofact. Spéléo, c'est la grotte, fact qui est fabriqué, voilà, en artefact, spéléofact. Et donc, dans ces structures, voilà, il y a 420 morceaux qui ont été agencés. On les décompte par structure. Bon, tout ça n'a pas un intérêt absolument majeur, mais il y a d'autres éléments qui sont plus intéressants. Par exemple, donc, tous les éléments, les 420, là, ils ont été fichés, mesurés en long, en large, en diagonale et en travers. On fait une fiche très précise et ça nous permet d'estimer, en faisant une addition avec des collègues statisticiens du laboratoire, la masse déplacée par les hommes. Et donc, ils ont déplacé entre 2 tonnes 100 et 2 tonnes 4 de matériaux. Ah, déjà, quand même, ça fait un tout petit peu réfléchir parce que déplacer 2 tonnes de matériaux dans le noir à 330 mètres de l'entrée, ça suppose quand même un investissement et on ne fait pas ça, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas pour le plaisir. Donc il y a un projet derrière. Cette masse, elle est estimée parce qu'on connaît la masse de la calcite, sa densité, voilà. Et puis l'estimation, c'est parce que vous allez voir, c'est pas facile de prendre des mesures pour tous les éléments, donc il y en a qui sont plus ou moins estimés. Alors c'est ce qu'on appelle la taphonomie. Taphonomie, c'est un terme que peut-être que vous ne croisez pas tous les jours au quotidien. Taphonomie, c'est en fait tous les événements qui sont arrivés depuis que des hommes ont quitté un site ou un niveau archéologique. Tout ce qui s'est produit. Et donc, en fait, c'est un catalogue des horreurs pour un archéologue, en général, la taphonomie. Quand on fait de la taphonomie, ça veut dire que ce n'est pas très bien conservé. Et donc, la taphonomie à Bruniquel, ben, c'est une partie de la structure est sous l'eau. Bon, alors ça, on peut pomper, on peut mettre à sec, mais enfin, c'est quand même sous l'eau. Après, ça, on peut pas pomper. C'est des coulées d'argile qui sont venues recouvrir en partie cette structure. Et donc, qui nous empêchent de bien étudier. Et puis, alors, surtout, cette structure, comme l'ensemble de la grotte d'ailleurs, est très calcitée. Ce qui est très bien pour les datations, mais un peu moins bien pour l'étude, puisque c'est sous des croûtes de calcite, hein. Je prends souvent une image, imaginez une énorme bol de béchamel que vous renversez dans une salle qui fait voilà, plusieurs centaines de mètres carrés, et cette béchamel, après, durcit,
et elle vient oblitérer ce que vous avez recouvert. Ben, c'est ça la calcite. Donc ça peut être très joli, mais c'est quand même un handicap à l'étude. Alors ça, c'est la 3D, une reconstitution de plusieurs collègues là, qui ont fait la 3D en enlevant le maximum possible de calcite qui vient recouvrir ces structures. Donc on a enlevé toutes les concrétions qui sont très récentes, très blanches, pour lesquelles on est certain qu'elles sont postérieures aux structures. Et du coup, ça nous donne une image déjà un petit peu plus claire de ces structures. Alors, il y a certains enfants qui m'ont dit que ça ressemblait à la tête de Toto. Mais ces structures, donc, ça forme des concentrations, voilà, un petit peu plus lisibles une fois qu'on s'est débarrassé de ces concrétions plus récentes. Alors ça, c'est la seule image qui est vraiment rébarbative de la présentation. On est obligé, pour publier et démontrer qu'il s'agit bien de structures humaines, de faire des mesures et des calculs pour démontrer que ce ne sont pas la résultante des ours. Parce que les ours, quand ils rentrent dans les grottes, ils bousculent les stalagmites. Et eux aussi, ils font plus ou moins enfin, ils ne font pas des constructions. Et donc, on a fait des comparaisons entre des structures faites par les ours et Bruniquel. Et vous le voyez, en haut à droite, les deux structures de Bruniquel se distinguent complètement de tout ce qui est déplacement de matériaux par les ours, souvent lié aux Bauges. Donc, de ce côté-là, on est assez tranquille. Ça ne peut pas être les ours. Après, on verra qu'on a d'autres arguments. Et après, on fait des calculs encore plus austères qui consistent à faire des comparaisons avec des mouvements de sédiments pour démontrer que les structures ne sont pas la conséquence de mouvements sédimentaires type colluvion, ruissellement, avec donc l'œuvre de la nature. Et là aussi, les calculs sont absolument catégoriques et nous permettent d'exclure Bruniquel de toute intervention naturelle. Ça, c'est très important pour publier dans les revues anglaises ou américaines. Alors après, les hommes, qu'ont-ils pris comme matériaux et comme éléments pour construire ces structures? En fait, il n'y a que de la stalagmite. Il y a une stalactite, et on pense que c'est probablement un morceau qui a dû tomber accidentellement, qu'on a mis dans les décomptes. Mais... Donc, ils ont choisi un matériau. Et pourquoi ils ont choisi la stalagmite? Parce que les stalactites sont creuses. Et donc, c'est un matériau qui est beaucoup plus friable, plus fragile. Et en plus, il est haut. Donc, ils n'ont pris que des stalagmites. Il y a quelques colonnes ou éléments de colonnes, et il y a quelques éléments de plancher stalagmitique. C'est le sol qu'ils ont arraché pour faire des espèces de petits calages. On va le voir. Alors après, on a fait des décomptes, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais surtout des stalagmites simples, un petit peu de double. Mais par exemple, non, c'est une autre image. Il y a très peu de stalagmites complètes. On va voir qu'ils ont énormément fragmenté, fracturé ces stalagmites. Voilà. Ici, vous avez les décomptes de ces stalagmites en fonction de leur entièreté, à savoir un morceau au milieu, un morceau à l'extrémité distale, un morceau à la base, on dit proximale, ou une stalagmite entière. Et vous le voyez, il n'y a que 5% de stalagmites entières. Elles sont en noir sur le plan. Et donc, en fait, ils ont essentiellement tronçonné, fracturé, fragmenté ces stalagmites pour construire, aménager ces structures. Après, les éléments sont agencés et donc ils sont superposés, des rangs, des assises, comme des assises de pierre ou de briques. Donc 1, 2, 3 ou 4 rangs. On a jusqu'à 4 assises de stalagmites superposées. Et parfois, il n'y en a qu'un seul. Hein. Mais on a quand même, sur une bonne partie de la grande structure annulaire, ces 3 ou 4 rangs qui forment une espèce de construction assez élaborée quand même. Et puis, dernier élément sur ces constructions, on a quelques petites stalagmites qui ont certainement un rôle de genre pierre de calage et qui viennent se mettre dans des interstices entre deux rangs pour caler l'édifice. On en a plusieurs comme ça. Vous avez les deux petites photos à droite, en bas à droite, qui vous montrent des petites stalagmites renversées. Donc ça, les ours, ils ne peuvent pas faire. Hein. Renversés et qui viennent caler, s'intercaler entre des rangs de stalagmites pour assurer peut-être de la stabilité à l'édifice. Et à l'extérieur, on a des grandes stalagmites à peu près entières qui viennent s'appuyer contre le mur extérieur, là, en orange, en haut. Et on ne sait pas trop quel est leur rôle, peut-être un contrefort, mais avec des guillemets et un point d'interrogation. Ça, c'est pas très, très clair.
Alors ici, il y a je vais essayer de la démarrer, une petite animation qui vous montre le relevé 3D photogrammétrique de ces structures, un peu comme si vous étiez dans la grotte. Voilà, on va un petit peu survoler en quelques secondes ces structures. Alors là, il reste les stalagmites qui viennent un petit peu perturber le regard et qui sont plus récentes, hein, et qui apparaissent sur cette vidéo. Voilà. Ça, c'était dans la publication de Nature. Et enfin, un dernier élément de la présentation de ces constructions, des traces, des vestiges d'éclairage, de feu, en tout cas de chauffe. Au début, vous savez, les préhistoriens sont prudents. Ils disent structure de combustion. Comme ça, structure de combustion, on ne se trompe pas. Si on dit foyer, foyer, c'est un foyer. Hein. Une vidange de foyer, c'est pas un foyer. Donc, structure de combustion, c'est un langage neutre. Après, on a dit, bon, c'est de l'éclairage. En fait, maintenant, on est quasiment certain que c'est pratiquement que de l'éclairage. Donc, on est plutôt sur des points d'éclairage. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste en des eaux brûlées, des charbons d'os ou alors des stalagmites qui ont pris le feu, qui ont des marques de feu. On appelle ça thermo-altération. Et donc, en fait, voilà, c'est comme quand vous faites un feu de bois, un feu de camp, ça rougit la pierre, ça la fait éclater, ça la transforme, ça l'altère. Et donc, pareil pour la calcite, ça les a altérés. Donc, on a des calcites qui sont rougis, noircis, il y en a qui sont même violines. Vous voyez la photo à droite, là, on voit très bien une concentration assez importante de feu. Et puis, il y a tout à fait en bas de l'image un gros point rouge, un petit peu... enfin, une concentration rouge qui vous indique un feu au sol, un foyer à plat. Là, on n'est pas sur les constructions, mais on est sur le sol. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous ces points d'éclairage sont sur les constructions. Ah, ça, c'est un peu bizarre quand même. Donc, ça ne fait pas très foyer d'une habitation, quoi. Une habitation, le foyer, il est souvent au centre de l'habitation. On ne va pas mettre un foyer sur les murs. Hein. Donc, ça, c'est plutôt des points d'éclairage qui sont sur les murs. Ça nous a un petit peu interpellé au début, mais on s'y est habitué. On a fini par comprendre qu'il s'agit probablement de points d'éclairage. Sauf le foyer qui est tout à fait en bas, là. Et puis, on a fait intervenir un collègue qui s'appelle François Lévesque de l'Université de La Rochelle, qui est spécialiste de ce qu'on appelle le géomagnétisme ou l'archéomagnétisme. Ça consiste à faire une prospection avec des engins très sophistiqués pour voir les modifications du magnétisme. Et quand on fait un feu, on transforme l'état zéro, si vous voulez, et donc ça donne une cartographie des transformations, ici, thermiques. Et donc, en fait, sa prospection géomagnétique, là, avec ses couleurs un peu chatoyantes, le bleu et le rouge, ce sont des couples, en fait, de foyers ou de points d'éclairage. Et c'était super intéressant. C'était très intéressant parce que François n'avait jamais fait ça sur de la calcite. Il fait ça dans des grottes, mais pas toujours de la calcite, ou dans des sites de plein air. Mais là, c'était un peu expérimental sur la calcite pour voir comment la calcite pouvait réagir avec ses études de géomagnétisme. Et ça a très très bien marché parce que non seulement il retrouve et il valide tous les foyers ou les points de combustion que nous on voyait en surface et qu'il retrouvait dans ses prospections, mais surtout, il nous en a trouvé d'autres qui étaient sous la calcite. Et donc ça, c'est intéressant. On sait maintenant qu'il y a, sous les niveaux de calcite, d'autres points de chauffe ou structures de combustion au foyer. Voilà. Et là, une petite animation qui vous montre une des petites structures. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au centre de la grande structure annulaire, il y a des concentrations, on a appelé ça des structures d'accumulation. Et là, on a pu les étudier un petit peu en détail. Et comme on ne peut pas y toucher, d'abord parce que ce sont des constructions qui sont maintenant classées au titre des monuments historiques, donc on va pas démonter ces structures, c'est pas possible. Donc on fait ce qu'on appelle de l'archéologie virtuelle. On fait de la photogrammétrie, puis après on démonte tous les éléments comme si on fouillait, mais avec l'ordinateur. Donc c'est des collègues qui font ça très très bien. Et donc là, ça nous permet de voir les rangs d'assises, les accumulations, l'ordre dans lequel elles ont été mises. Et donc ça reconstitue un état zéro avant les structures. Et après, on fabrique nous-mêmes les constructions avec l'ordinateur. Et on voit comme ça les 2 ou 3, je crois qu'il y a 4 niveaux d'accumulation sur ces structures qui ont des couleurs différentes. Voilà, ça c'est un travail que fait un de nos collègues à Bordeaux qui s'appelle Pascal Morat. C'est un gros travail hein, qu'il avait fait pour le documentaire. Voilà, maintenant je vous ai parlé des structures, leur datation. Donc, je rappelle le principe,
stalagmite, ici en jaune, et une fois qu'on bascule une stalagmite, ben, elle a arrêté de croître. Et donc son extrémité, ben, si on date son extrémité, ben, c'est le moment où peut-être on l'a travaillée, on l'a prise, on se l'est appropriée. Et donc si on fait une datation de l'extrémité de la stalagmite, ça nous donne peut-être l'âge du moment où les hommes ont pu s'en servir. Et la fameuse repousse, les repousses excusez-moi, je bafouille un peu, qui viennent se mettre sur ces fameuses stalagmites, bah, si on prélève la base de ces nouvelles repousses, bah, ça nous donne un autre terminus. Et donc entre le sommet de l'un et la base de l'autre, on peut, en datation on dit contrainte, on peut contraindre, on peut estimer un âge, si on a de la chance, si on a beaucoup de chance. Parce que imaginez qu'on prend une stalagmite qui a 3 millions d'années. Et ça va nous donner 3 millions d'années. Bah avec ça, on n'est pas très avancé, parce que 3 millions d'années, c'est un âge qui ne nous intéresse pas. Et imaginons que les repousses datent de la semaine dernière, ça va nous donner 2020. Donc on sera entre 3 millions et 2020. Ça, c'est vraiment pas de chance. Par contre, si on a beaucoup de chance, les hommes ont pris des stalagmites qui étaient en train de croître, et les ont arrachés. Ce n'étaient pas des stalagmites fossiles de 3 millions d'années. Et donc on a un bon âge. Et si en plus, il y a eu des repousses très très vite après leur départ, et ben là, du coup, c'est banco. Et on va voir qu'on a eu beaucoup de chance. J'espère avoir été clair sur la démonstration de dater ces stalagmites. Donc voilà le collègue en train de faire les carottages dans un plancher stalagmitique, ou avec une perforatrice de prendre des petites carottes de calcite pour obtenir ces résultats de datation uranium-thorium. On envoie tout ça à un laboratoire en Chine. Excellent laboratoire, un des meilleurs au monde. Il y a 4 ou 5 laboratoires. En France, il y a aussi un bon laboratoire. Mais en Chine, ils ont vraiment un laboratoire très, très performant. Et Sophie Verheyden avait un programme avec eux, avec Hai Chang de l'université de Xi'an. Et donc, voilà les fameux prélèvements. Ça, en jaune, ce sont les sommets des stalagmites qui servent dans la construction. Et donc, voilà, on a des âges 177, 252, 222, 193, 203, 189. Il faut à chaque fois rajouter 3 zéros. Donc, on n'a que des âges très anciens. En gros, entre 177 000 et 200 et des poussières. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de prendre le plus récent. Et le plus récent, c'est 177 000. Il n'y a pas plus récent que 177 000. Et ce qui nous intéresse encore plus, c'est la base des repousses. Et voilà l'âge de la base des repousses. La base des repousses, c'est 175, 177 000, 175 000, etc. Il y en a d'autres. Alors après, il y a quelques résultats qui sont beaucoup plus récents. Mais ça, c'est pas très grave, parce que les stalagmites, elles continuent à pousser. Les repousses, ça pousse toujours maintenant. Et si on fait un prélèvement dans une stalagmite qui est en train de pousser, on va avoir 2020. Ce qui nous intéresse, ce sont les vieilles stalagmites. Ça a très très bien marché. Et donc, en fait, l'âge des constructions entre la base analyse des repousses et puis l'extrémité des matériaux empruntés, ben voilà. Ça, c'est une moyenne calculée sur une douzaine d'échantillons. Et maintenant, en plus, on a refait d'autres datations, ça a toujours donné les mêmes résultats. Donc, on est catégorique sur l'âge de ces constructions, c'est 176 000 ans. Et 176 000 ans, si vous voulez, quand on est arrivé dans Bruniquel, si j'avais mis un papier dans une enveloppe en disant « Jacques, qu'est-ce que tu penses de l'âge de ces constructions ?» Je pense que j'aurais dit « Voilà, si on a un peu de chance, ça va nous donner 15 000, 20 000, 25 000, 30 000. » Ça, c'était l'âge auquel je m'attendais. Avec énormément de chance, en retombant sur les âges de François Rousseau, peut-être 40 000, 45 000, l'extrême fin de Néandertal, bon, là, ce serait déjà le pacte. Mais là, on est à 176 000. Donc, on est chez les Néandertaliens très anciens, assez anciens. Et ce type de construction est tout à fait inédit. Enfin, dans la chronique archéologique, on n'a pas d'autres points de comparaison, on a cherché beaucoup. Donc, c'est un résultat tout à fait époustouflant. Et là, ici, vous avez résumé tous les... Alors, c'est une courbe, je ne sais pas si vous êtes habitué à voir ce genre de schéma, mais c'est une courbe du temps
qui va de droite à gauche entre 500 000 ans et l'actuel. Et donc les courbes, en fait, ce sont les glaciations et les interglaciaires, glaciaires, interglaciaires. Et donc, en fait, vous avez tous les âges des spéléophytes qui ont été datés et qui ont parfois un âge très ancien, mais ça, c'est pas très grave, 400 000, 500 000. Mais tout ce qui nous intéresse, c'est ceux qui sont à gauche, là, et ceux qui viennent buter, dont le plus récent est 177 000. Et les repousses, on n'a pas de repousse antérieure à 177 000, et après, on en a quelques-unes qui sont effectivement vers 130 ou même l'actuel, mais ça, c'est pas très grave non plus. Voilà. Et du coup, un an de travail pour soumettre un article à Nature, et après une petite hésitation de l'éditeur, il en a accepté le principe. Et après, c'est conférence de presse à la direction du CNRS, la une des journaux, de tous les journaux, y compris radio-télé, et après un film documentaire sur Arte. Et la médiatisation de Bruniquel n'a pratiquement pas faibli depuis. Alors, quels enseignements on peut tirer de ces structures? Ça, c'est encore Bruniquel saison 2. D'abord, je vous l'ai déjà dit, c'est pas anodin d'aller à 330 mètres sous terre et de construire tout ça. Donc, il y a un projet. Il y a des choix de lieux d'emprunt. On ne sélectionne pas n'importe quel matériau. Ils ont réfléchi. Quelqu'un avec cette expérimentation. Ils les ont tronçonnés, ils les ont calibrés, ils les ont arrachés donc, à leur environnement, ils les ont transportés, parce qu'on a des traces qui sont assez éloignées. Et puis, ils les ont placés, ils les ont superposés. Il y a des petites astuces architecturales, comme ces éléments de calage, qui sont assez étonnants quand même. Et tout ça, dans un contexte de noir absolu, donc ça suppose un éclairage. Donc vous ne pouvez pas à la fois travailler les structures, déplacer les morceaux et en même temps vous éclairer. Donc ça suppose probablement un collectif d'au moins 3-4 personnes à chaque fois, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce grand carré éclairage, installation et maintenance de l'éclairage. On est quand même chez Néandertal, on n'a pas énormément de preuves de son éclairage. On sait qu'il maîtrise le feu, on n'a pas de torche, on n'a pas de lampe, zéro, aucune. Donc là, on a des preuves indirectes de la capacité de Néandertal à aller sous terre et s'éclairer pendant plusieurs heures, probablement. Alors, il nous reste un dossier. Ça sera Bruniquel saison 4, mais ce n'est pas pour ce soir. C'est la fonction de ces structures. Je ne vous en parle pas trop, ou alors je répondrai éventuellement à quelques questions un peu par la négative. On commence à échafauder des jeux d'hypothèses en retirant les hypothèses les moins étayées, on va dire, les moins argumentées, pour ne garder qu'une famille d'hypothèses. On pourra en parler rapidement à la fin, si vous voulez. Voilà. Et donc, ça suppose, pour nous, on est quand même chez Néandertal, hein, chez les Néandertaliens anciens. Donc, des discussions, des échanges, quelqu'un qui a peut-être conçu tout ça. Ils se sont peut-être même répartis les tâches. Moi, je pense vraiment à ça, hein, qu'il y a peut-être un donneur d'ordre et puis des assistants. Enfin, quelqu'un qui a un petit peu l'expérience. Parce que quand on fait nous-mêmes ce genre de choses, on voit très bien qu'il faut s'organiser, il faut échanger. Et ça, c'est intéressant de savoir que Néandertal était exactement sur ce créneau également. Voilà, 3 apports majeurs. L'appropriation de l'espace souterrain. C'est la première fois qu'on démontre que les hommes de Néandertal vont sous terre au-delà de la lumière du jour. Avant, on n'avait aucune démonstration de cet élément. Avant, il n'y avait que des grottes ornées, d'âge beaucoup plus récent, Chauvet, Lascaux, Cussac, tout ce que vous voulez, Pêche-Merle et d'autres. Et on n'avait pratiquement aucun élément, en tout cas aussi bien argumenté, d'une pénétration de Néandertal au-delà de la lumière du jour. Et en plus, ce sont des milieux voilà, difficiles, un peu dangereux. C'est pas naturel chez tous les groupes sur Terre. Ça suppose de s'affranchir d'un certain nombre de choses. Après, il y a le côté construction. Elles sont relativement élaborées. Il n'y a pas trop d'équivalent, même en dehors des grottes, des constructions de cet âge-là, ou des constructions de ce type-là, mais plus récentes. On n'en a pas non plus. Ils ont déplacé quelques morceaux de stalagmites dans Chauvet, dans des grottes de l'Ariège, mais il n'y a pas énormément de choses. En tout cas, on n'a pas des constructions aussi importantes. Et enfin, donc, je vous l'ai déjà dit, la maintenance de l'éclairage, des lampes, des torches. Et là, on est en train de travailler sur cet objectif. Voilà, alors ça c'est une diapositive pour vous montrer que le monde souterrain investit, mais investit seulement à des périodes beaucoup plus récentes et uniquement par des hommes modernes. Chauvet, 36 000 ans. El Castillo en Espagne, je vous ai mis les dates les plus anciennes. El Castillo en Espagne,
41 500, mais 41 500, c'est le début de l'Aurignacien, donc c'est évidemment des hommes modernes. Et puis, dans le fin fond de l'Indonésie, dans les îles de Sulawesi, pardon, on a plusieurs grottes ornées. Il y en a également à Bornéo qui donnent des âges à 37 000, 40 000, 42 000. Il y a 44 000. Ils n'arrêtent pas de reculer, mais ça reste toujours chez les hommes modernes, Homo sapiens. On n'avait pas jusqu'à présent de pénétration du monde souterrain par des populations antérieures aux hommes modernes. Sauf, peut-être, à voir, des grottes en Espagne. Il y en a 3, Ardales, La Pasiega et Maltravieso, en Espagne, pour lesquelles des collègues espagnols ont fait des datations avec une équipe anglo-américaine de Jack Hoffman et ont eu des résultats assez étonnants à 64 000, 65 000, 66 000. Et donc, effectivement, là, il y a un candidat peut-être à une pénétration de Néandertal et à faire quelques peintures au rouge. Mais ces datations, actuellement, sont en très, très grande discussion. Et il y a beaucoup de contradicteurs qui doutent de la fiabilité des résultats. Et donc, on a 4 ou 5 gros papiers dans des revues très identifiées qui trouvent des contre-arguments à ces datations espagnoles de Néandertal dans les grottes. Moi, ça ne me dérange pas que Néandertal va dans les grottes, ça m'arrange même. S'il y a des grottes espagnoles à 67 000, je trouve ça plutôt intéressant. Mais en tout cas, l'art pariétal n'a pas tout à fait la même, comment dire, fiabilité, tout simplement parce qu'ils ont daté de la calcite qui vient couler sur les parois. Or, nous, on date de la calcite qui vient croître dans l'ordre. Dater de la calcite qui est sur les parois, ça peut remobiliser des éléments qui se sont déposés après leur constitution et ça peut vieillir des âges. C'est un des éléments de discussion. Donc je vous ai quand même présenté ces diapositives. Au niveau des constructions, il y a des constructions chez Néandertal. Il n'y en a pas beaucoup parce que c'est très vieux et que le temps a fait son œuvre. Mais on a quand même quelques constructions assez spectaculaires. Ça, c'est la plus importante dans un site qui est en Ukraine, Molodova. On a une immense construction avec des ossements de mammouth. Elle est très connue, elle est toujours reproduite dans tous les ouvrages. Il y en a une autre près de Nice, enfin à Nice même, à la grotte du Lazaret, où il y a également des constructions. Elle a été également un petit peu discutée, un petit peu malmenée par des études critiques, mais il y a quand même des constructions dans la grotte du Lazaret qui sont assez fiables et assez intéressantes. Mais on est à la lumière du jour, on est à l'entrée de la grotte. Donc c'est pas tout à fait la même chose quand même. Le feu existe depuis 700 000 ans et peut-être même 1 million d'années, mais on ne connaît pas très bien la capacité à maîtriser le feu des premières populations. Parce que archéologiquement, c'est extrêmement difficile. On peut constater qu'il y a eu feu, mais la manière dont ils ont fabriqué, dont ils ont entretenu, refait ce feu, c'est toujours un peu difficile. Et Bruniquel, ça arrive dans une tranche de temps, là, si on fait une grande comparaison sur des centaines de milliers d'années de la chronique du feu en Eurasie. C'est un travail qu'a fait des collègues, là, Paul Avila et ça doit être marqué quelque part, j'ai oublié, et Villeroy-Brooks. Bruniquel, ça vient remplir, comment dire, pratiquement toute une barre d'histogrammes à une période où il y a très très peu de feu. Vous voyez les barres d'histogrammes là, par exemple, à l'époque de Bruniquel, il n'y a que 1,47% des sites en Europe qui livrent des vestiges brûlés. Enfin, c'est vraiment infime, quoi. Et donc, en fait, c'est seulement avec les néandertaliens les plus récents qu'on va voir presque un site sur 2 avec des restes brûlés. Donc, c'est un problème d'échantillon qui nous manque pour ces sites très anciens. Donc, Bruniquel apporte quelque chose. Voilà, et je ne sais pas si j'ai le temps, on peut faire saison 3, cette diapo? Ouais. Alors, saison 3, en 7 diapositives, 7-8 diapositives. On s'est remis quand même de cette découverte, de ces publications, de ces conférences de presse. Moi, j'ai fait des dizaines de conférences jusqu'en Chine sur Bruniquel. En fait, j'ai travaillé en Chine. Et je suis arrivé une année pour faire ma mission habituellement. Et à la descente d'avion, ils m'ont demandé de faire une conférence sur Bruniquel parce qu'ils avaient vu ça dans les journaux partout. Enfin, on a une couverture de presse, mais complètement délirante, jusqu'au-delà des mers. En tout cas, ceux qui s'intéressent à la préhistoire. Donc, il a fallu gérer cette après-médiatisation, revenir dans la grotte, se calmer un peu, consolider un petit peu l'équipe et repartir sur des problématiques complémentaires.
Donc voilà, entre-temps, le ministère de la Culture, bien sûr, a inscrit le site, puis a classé au titre des monuments historiques. Ils ont même payé une 3D laser pour faire la couverture 3D de la moitié de la grotte jusqu'aux structures, sans même nous demander si notre avis. Et puis, on est reparti avec Sophie Verheyden sur des opérations archéologiques programmées. OAP, c'est Opération archéologique programmée, donc autorisée et financée par le ministère de la Culture, 2016, 2017, et on est même passé en triennale 2018, 2019, 2020, Covid, donc juste un séminaire en visio, et puis on est revenu cette année, là, au mois de mai, juin et un petit peu juillet, dans la grotte pour finir ce qu'on n'avait pas fait en 2020. Voilà, en fait, on a fait du lidar sur les extérieurs pour essayer de mieux comprendre la physionomie de la grotte. Je vous épargne tout un volet géologique, mais qui est assez important dans Bruniquel. On travaille beaucoup sur l'entrée et son éboulement. Je vais vous montrer une diapo. On a prospecté des morceaux de galeries qu'on n'avait jamais visités ou quasiment pas. On a fait des sondages dans l'entrée. On a obtenu une nouvelle datation. On a visité le fond de la grotte. Moi, j'ai passé 8 ans dans Bruniquel, je n'avais jamais été au fond, parce que ce n'était pas équipé, tout simplement. Une équipe fait des expérimentations sur le feu, la manière de faire du feu en grotte, avec quels matériaux et quel élément. Et puis, plein d'études un peu sophistiquées de géophysique, etc. Enfin, je vous passe les détails. Alors ça, c'est juste pour évoquer ceux qui travaillent à l'extérieur de Bruniquel, mais qui nous en apprennent beaucoup sur le creusement de la cavité, et comment elle s'inscrit dans un paysage local, régional. Et donc c'est des études assez lourdes de géomorphologie, de karstologie, mais on en apprend beaucoup sur cette grotte. Est-ce que c'est une rivière souterraine qui l'a creusée? Même ça, on n'en est pas sûr. Maintenant, il y a des pseudo-karsts qui sont vraiment très retors pour les géologues. Donc voilà, on fait de la modélisation avec ce qu'on appelle de lidar. Hein. C'est une prospection 3D, en fait, des extérieurs, quand le couvert végétal est le plus faible possible, c'est-à-dire en plein hiver, pour voilà, faire ces reconstitutions de la géomorphologie des extérieurs et de voir si, avec ce lidar, on ne trouverait pas des entrées, d'autres entrées. Y a-t-il une ou deux entrées? Parce qu'en fait, la grotte, elle est sur une espèce de boucle de la rivière Aveyron, et il peut très bien y avoir une entrée et une autre qui s'est colmatée. D'ailleurs, c'est même l'idée de Sophie. Là, c'est notre seul point de désaccord. Je m'entends merveilleusement avec Sophie, sauf mais elle est plus géologue que moi, donc peut-être qu'elle a raison. Ça ne changerait pas grand-chose, parce qu'en fait, si l'entrée était de l'autre côté, il faisait toujours 300 mètres pour venir aux structures. Donc voilà, il y a peut-être une entrée, deux entrées qui ont alterné d'ailleurs dans leur histoire d'effondrement. Ça peut très bien arriver. Voilà, ça c'est pour évoquer le travail de nos collègues qui essayent de comprendre la manière dont le porche s'est comblé et à quel âge il s'est comblé. C'est hyper important. L'équipe de Chauvet a fait ça très très bien, avec le travail de Jean-Jacques Delannoy et collaborateurs. Nous, on fait la même chose maintenant, avec certains d'ailleurs de l'équipe Chauvet, comme Stéphane Jaillet, Hubert Camus, voilà. Et donc, eux, ils travaillent sur les extérieurs, et on fait des datations de tout ce qui est datable en matière de stalagmites. On est devenus des spécialistes des datations de stalagmites, qui viennent sceller cette fois-ci des éboulis, et donc ça nous donne l'âge des éboulis. Et pour le moment, on n'a que des dates vraiment anciennes, voire très anciennes, sur cet éboulis, qui montrerait que l'éboulis est probablement contemporain ou pas loin des constructions, ou voire plus ancien. Sophie pense qu'il est peut-être un petit peu plus ancien. Voilà, et sur le grand plan qui est derrière, là, la partie rose, si vous n'êtes pas daltonien, la partie qui est en rose, ça figure en fait l'éboulis du porche, mais à l'extérieur. Et donc en fait, le contour rouge vous montre le plan de la grotte. Nous, on rentre par une entrée qui est complètement artificielle, hein, désobstruée par les spéléologues. Et l'entrée d'origine des Néandertaliens devait être assez immense, un grand porche qui s'est totalement effondré, colmaté, et qui, on appelle ça un règlement, le versant s'est réglé ensuite, et donc quand vous êtes à l'extérieur, vous ne voyez qu'un versant, vous ne voyez absolument rien. Le porche a entièrement disparu. Il s'est fossilisé. D'où l'impossibilité d'ailleurs de trouver des grottes comme ça si les spéléologues ne faisaient pas des obstructions périphériques là où c'est possible. Donc c'est assez compliqué. Hein. Alors on a fait également, ça c'est avec des collègues paléontologues de Bordeaux, on a fait des sondages au pied du grand éboulis où il y a la faune.
pour voir s'il n'y avait pas des outils ou des... Et on a trouvé, effectivement, quelques éclats, un galet, un nucléus, un os brûlé. On a trouvé également des os avec des marques de découpe, ce qui signifie que, y compris dans cet ensemble-là, on n'a pas que de la faune naturelle, mais l'homme est également intervenu. Bon, là, on est juste au tout début des travaux, mais en tout cas, il y a une présence humaine dans ce pied de l'éboulis qui nous intéresse bigrement, et les premières datations commencent à nous donner des lueurs d'espoir sur le fait que c'est peut-être pas très loin au niveau de la chronologie. Après, une équipe travaille sur la reconstitution des feux sous terre. Avec quel combustible? Et donc on a refait, enfin ils ont refait les mêmes structures de combustion, mais à l'extérieur dans des sites expérimentaux. Et ça a donné des super résultats. En fait, on allume un feu plutôt avec du bois très sec, mais des brindilles. Et après, on passe très vite à un autre combustible qui est l'os. Et donc l'os a un pouvoir de combustion plus intéressant que le bois. D'abord, il est plus facile à transporter, ça prend moins de place et surtout, il se consume très lentement et de manière plus efficace que du bois. Si vous faites un feu de bois avec du bois sec, bah, vous le rechargez tout le temps et il vous faut des tonnes de bois sous terre, donc ça peut être un petit peu dangereux d'être comme ça conditionné par un feu qui viendrait mourir si vous n'avez pas suffisamment de recharge. S'il y a de l'os, ben vous partez sur des heures et des heures de combustion. Et donc voilà, il y a tout un travail avec Catherine Ferrier et Jean-Claude Leblanc là, sur ces expérimentations de feu en milieu souterrain. Ça dégage un tout petit peu de fumée au début, mais après la fumée s'arrête. Dès que vous mettez l'os, il n'y a plus de fumée, donc plus de problème. Donc des résultats tout à fait encourageants. Et puis moi, je m'occupe, avec plusieurs collègues, de sortir des structures, de la salle de la structure, pour voir dans les autres secteurs de la galerie où est-ce qu'ils auraient pris les stalagmites et de trouver tous les éléments qui pourraient être en relation avec ces structures. Et donc là, vous avez sur un nouveau plan 3D, enfin c'est un extrait, la salle de la structure est à droite, là, en bas à droite. Et en fait, tous les petits symboles de couleurs là vous montrent des éléments, soit des traces d'arrachement, soit des stalagmites décapités, soit des stalagmites déplacés et en position anormale. Il leur manque un morceau, il y a que la partie centrale, mais il manque la base ou le sommet. Enfin, tout ce qui est anormal en termes de stalagmites est cartographié, inventorié, de la même manière que les éléments des structures. Et maintenant, on essaie de faire des calculs avec des collègues pour voir si on ne pourrait pas faire des remontages. Mais c'est très, très compliqué parce qu'il y a tellement de possibilités. Mais on ne désespère pas de faire des remontages ou des appariements entre des éléments de la structure et ceux qui ont été prélevés voilà, en plusieurs dizaines ou centaines de mètres des constructions. Donc en fait, je vous en montre 3 exemples. Ça, c'est des négatifs de stalagmites qui ont été arrachés, dont il ne reste plus rien, juste un trou. Encore faut-il qu'elle n'ait pas été recomblée par une autre stalagmite qui serait poussée. Donc il faut avoir un peu de chance, qu'il y ait juste le trou et que ça s'arrête de croître. Ben, sinon vous avez une autre stalagmite et vous ne pouvez pas savoir si elle est venue la prendre la place de celle qui a été enlevée. Deuxième cas de figure, les fameuses stalagmites sectionnées. Alors ça, c'est pas mal. Les stalagmites sectionnées, elles sont donc décapitées. Il reste que la base. Et voilà, on les appelle, oui, sectionnés. Vous voyez, il y en a quand même 166, c'est pas rien. Hein. Donc là aussi, il y a tout un travail pour voir s'il n'y a pas des conséquences naturelles. Vous savez, des petits mouvements de terrain, ce qu'on appelle la tectonique, où ça peut aussi basculer des stalagmites. Compte tenu du contexte, compte tenu de leur régularité, compte tenu du format, du diamètre qui correspond exactement à nos constructions, on a quand même de fortes chances que toutes ces stalagmites décapitées soient bien des zones d'emprunt. Et enfin, des morceaux au sol et qui sont en position anormale, comme je vous l'indiquais, la partie centrale mais sans la base, sans l'extrémité, qui est peut-être partie dans les structures. Alors pourquoi ces éléments sont restés, ça on ne sait pas trop. Là, il y en a quand même énormément. Il y en a près d'un millier sur 500 mètres de galeries, et encore, on n'a pas été au-delà des structures. Donc voilà, il y a quand même 1183 fiches faites. Voilà, et pour terminer, deux diapositives. Alors, je vous préviens, c'est une diapositive un tout petit peu difficile. Je vais essayer d'être pédagogue. C'est comment Bruniquel vient se placer dans des... si on fait un catalogue des innovations,
Néandertal, homme moderne, dans tous les registres de la société. Hein. C'est des travaux qui ont été faits par Alison Brooks et Salim McBurty, repris par Francesco De Rico. Et moi, je n'ai fait que rajouter la ligne appropriation de l'espace souterrain en vert, et puis je refais le tableau un petit peu à ma sauce, mais en gros, si vous voulez, ça consiste à prendre ce qu'on appelle des critères d'innovation ou de modernité. La première fois qu'il y a des sépultures, la première fois qu'il y a des traces de pêche marine, pêche lacustre, les premières collectes de coquillages, les premiers usages de plumes, les premières perles, les premières images, etc., etc., les premiers colorants. Et donc, on met ça sur une chronologie. Et donc, vous avez la chronologie en bas, là. Alors, c'est marqué un petit peu petit, désolé, mais à droite, c'est la période la plus lointaine, 280 000. Et puis, vous voyez, hein, si vous vous rapprochez vers la gauche, là, 230, 200, 210, 150, 50. Et on arrive à 0. 0, c'est l'actuel. Et donc, tout ce qui est en gris, c'est Néandertal. Ou c'est contemporain. Je crois que là, c'est juste le diagramme pour l'Europe, donc c'est que Néandertal. Et donc, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que Néandertal remplit à peu près toutes les cases, en tout cas celles qu'on a choisies, sauf une ou deux. Alors, évidemment, il ne les remplit pas de manière très abondante. Ce sont des indices. Et parfois, c'est des innovations sans lendemain. Une invention, mais qui n'a pas donné suite à... disons il y a des seuils qui n'ont pas été franchis en matière de transmission. C'est un peu en pointillé, il y a des points d'interrogation. Mais quand même, la plupart des lignes sont renseignées. Et évidemment, quand on arrive à 45 000, la partie en noir, c'est les hommes modernes. Donc les hommes modernes, c'est HAM pour homme anatomique de type moderne. Donc c'est Homo sapiens, donc c'est nous. Et vous le savez, les premiers Homo sapiens arrivent en Europe vers 45 000 ans. Et donc, voilà, eux, ils remplissent toutes les cases. Absolument toutes. Et surtout, il y a une case qu'ils remplissent sans concurrence. C'est la représentation du monde. Le dessin, la peinture, la sculpture n'intervient partout dans le monde. Partout dans le monde. Qu'on soit en Indonésie, en Afrique, au Proche-Orient, en Europe, partout dans le monde, qu'à partir de 45 000 ans, et où il n'y a plus que des hommes modernes de par le monde. Donc ne cherchons pas des représentations du monde avant, à mon avis c'est illusoire. Par contre, il y a des petits signes avant-coureurs de petits dessins, de proto-art, de paléo-art, de ce qu'on veut, mais ce n'est pas vraiment la représentation du monde. Ça reste un privilège de l'homme moderne. Et donc voilà, j'ai rajouté cette ligne, appropriation de l'espace souterrain. Avant Bruniquel, il n'y avait que du noir, il n'y avait rien à droite. Et maintenant, vous le voyez, Bruniquel tout seul, à 176 000, avec un point d'interrogation entre les deux. Est-ce qu'il nous manque d'autres Bruniquels qu'on n'a pas encore découverts? Ouais, je pense plutôt que oui. Je pense qu'on trouvera des Bruniquels en Espagne, en Turquie, en Allemagne, je ne sais pas où, enfin en Italie, certainement, en France, certainement. Parce que c'est un petit peu plus compliqué de trouver et d'identifier et de dater des Bruniquels que de trouver ou de dater des grottes ornées. Je pense que c'est encore un petit peu plus compliqué. Et donc la dernière diapo, c'est un petit peu la même chose, mais en prenant encore un peu plus de recul et en intégrant cette fois-ci dans la discussion finale le Proche-Orient et l'Afrique. Parce que, là vous allez voir que c'est très intéressant, l'Afrique, il n'y a que des hommes modernes depuis 300 000 ans. Ils sont représentés en rouge. Donc on pourrait dire, ah, mais puisque ce sont des hommes modernes, ils ont tout inventé. Ce sont des hommes modernes, ils sont un peu plus intelligents que Néandertal ou un peu plus évolués, donc ils ont tout inventé depuis 300 000 ans. Eh bien non, pas du tout. Les inventions, si on fait la comparaison entre Néandertal en vert en Europe et les hommes modernes en Afrique en rouge, eh bien on a à peu près les mêmes dates des premières sépultures, des premières perles, des premiers usages de matières colorantes, des premières parures, des premières lames de silex, des premiers, tout ce que vous voulez, ou quasiment. Et là où il y a des petites différences, je reste persuadé qu'il s'agit de décalage de la recherche, mais pas d'un retard de l'un par rapport à l'autre. Donc ce n'est pas une histoire de Néandertal contre les hommes modernes, c'est bien une histoire de chronologie. Et c'est seulement à partir du moment où
comment dire, de par le monde, c'est seulement vers 45 000 ans que l'humanité va commencer à dessiner, à peindre, à sculpter. Mais il n'y a plus que des hommes modernes sur Terre, donc c'est normal de tout attribuer aux hommes modernes. Donc ce schéma, c'est pour montrer qu'on peut faire des comparaisons entre deux humanités de part et d'autre de la Méditerranée. L'une, Néandertal, n'est pas en retard sur l'autre en matière d'innovation, et Bruniquel le montre de manière assez magistrale. Et évidemment, le Proche-Orient, c'est une région extrêmement compliquée, parce que le Proche-Orient, il y a Néandertal qui vient de temps à autre, pendant les phases de crise climatique froide, il déborde sur le Proche-Orient, il fait tellement froid en Europe qu'il descend, il descend, il descend, et il va jusqu'au Proche-Orient. Et là, il y a des hommes modernes, et en plus, ils se croisent. Et donc, on a des alternances comme ça, Néandertal, homme moderne, des contemporanéités qui sont maintenant bien démontrées par la paléogénétique, que les préhistoriens connaissaient un petit peu depuis longtemps, mais on n'avait pas cet argumentaire de la paléogénétique. Et donc, ces trois bilans, si vous voulez, entre l'Europe, le Proche-Orient et l'Afrique, ils sont presque interchangeables en matière de premières innovations, de premières inventions, avec une différence évidemment majeure, c'est que Néandertal, le pauvre, va disparaître vers 45 000 ans très brutalement, et donc les hommes modernes vont se répandre de par le monde, et là ils vont évidemment inventer, entre guillemets, l'art. Et donc c'est normal que toutes les grottes ornées, voilà, elles apparaissent, les petits points rouges là, n'apparaissent qu'à partir de 45 000 ans, El Castillo, Chauvet, Lascaux, Altamira, Nio, etc., qui sont toutes plus récentes que 45 000 ans. Mais n'oublions pas quand même une très longue histoire néandertalienne avec pas mal de petites contributions à ces signes de modernité. Voilà. Merci de votre attention. Ça marche ou pas? Oui, ça y est. Donc pourquoi Néandertal a disparu? Alors donc, en fait, il n'y a pas une réponse à votre question, mais actuellement, il y en a une douzaine. On a même fait un petit catalogue avec un collègue. Je crois qu'on a 13 ou 14 explications possibles, plausibles, pour la disparition de Néandertal. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a probablement des réponses différentes en fonction des régions. Ça, on est en train de peut-être le comprendre. C'est-à-dire que la disparition de Néandertal dans l'ouest de l'Europe n'est peut-être pas la même que dans le sud-est de l'Europe, qu'en Asie centrale. Et si vous savez, Néandertal est également dans l'Altaï russe et même certainement au-delà. Et certainement, on a des explications qui sont à géographie variable. Alors une fois qu'on a dit ça, on ne vous a pas tellement renseigné. Donc dans ce catalogue, si vous voulez, des explications, il y a également quelque chose dont on s'aperçoit, que c'est que souvent, on n'a pas une seule réponse, mais plusieurs facteurs qui se conjuguent. Pour la région sur laquelle je travaille, le sud-ouest de la France, moi, je reste persuadé qu'il n'y a pas eu, par exemple, de coexistence entre Néandertal et les premiers hommes modernes. Que les hommes de Néandertal ont déjà disparu avant même que les hommes modernes arrivent. Nous, on le voit dans les séquences, dans les stratigraphies. On voit une espèce d'appauvrissement documentaire des derniers niveaux néandertaliens. Et puis après, il y a quelques niveaux stériles. Il y a souvent des niveaux à hyènes, d'ailleurs, avec des grands prédateurs. Et après, les hommes modernes arrivent. Et donc, on n'a pas de coexistence. Donc, cette coexistence, elle existe, hein. Il faut aller la chercher en Europe centrale ou en Europe du Sud-Est, et évidemment au Proche-Orient. Au Proche-Orient, alors là, non seulement ils ont coexisté, ils ont cohabité, mais plusieurs fois. Donc, vous voyez, c'est très difficile de répondre à une question comme ça, parce que, en fait, si vous voulez, on se préoccupe beaucoup de la disparition de Néandertal, mais en fait, toutes les espèces disparaissent. Parce qu'elles ont des espèces d'évolution biologique de 200 000, 300 000 ans. Et donc, c'est normal qu'une espèce, à un moment donné, s'essouffle. Il y a une crise démographique et finit par être fragilisée dans sa démographie. C'est une des hypothèses de Jean-Jacques Hublin. Je pense qu'il a raison. Donc, elles sont démographiquement, elles s'affaiblissent et elles peuvent même disparaître naturellement par cet affaiblissement démographique. Si en plus vous avez une méga explosion en Grèce, comme on en connaît une, Santorin, si en plus vous avez deux super prédateurs dans la même région, les hyènes et les hommes, ça peut être une des raisons également de l'affaiblissement démographique. Si en plus vous avez des hommes modernes qui arrivent dans le sud-est de l'Europe, face à des néandertaliens un petit peu essoufflés, ça peut être une contribution à leur disparition. Si en plus il y a une petite crise climatique qui n'existe que dans certaines régions d'Asie, mais pas d'Europe, donc on peut comme ça dérouler tout le catalogue des explications, et il y en a donc une douzaine. Donc répondre à une question comme ça, et c'est une conférence entière, quoi.
Et il vaudrait mieux la demander à un paléanthropologue, d'ailleurs. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous répondre autrement. Je vous ai un petit peu mis sur la voie. Bon, merci pour la conférence. Et, je voulais savoir comment vous pouvez être si sûr que ça, que c'est Néandertal qui a fait tout ça. Parce que bon, il y a la question des âges, mais enfin bon, ça aurait pu venir, on ne sait pas trop. Le moderne, c'est il a 400 000 ans maintenant, je crois, qui est donné. Donc peut-être ils sont venus sur partie. Puis ça peut être aussi des, je sais pas, je dis ça comme ça, hein, des Denisova, où on retrouve des espèces ou je ne sais quoi. Donc comment vous allez être sûr que c'est Néandertal et sans, je sais pas comment vous faites ça. C'est la première question. Puis deuxième aussi, petite question. Vous avez parlé tout le temps de la faune. Vous n'avez pas retrouvé de, je sais pas si j'allais dire la flore, mais je sais par exemple sur le pollen, sur des choses comme ça. Et si il n'y a pas des traces de nourriture, des choses, enfin, je sais pas. Merci. Oui, oui, tout à fait. C'est une très bonne question. La première partie de la question, je comprends votre interrogation et c'est vrai que je suis un petit peu catégorique. Peut-être trop. Je suis trop influencé par mes hypothèses du moment, mais si vous voulez, à cette période-là, en Europe, il n'y a que des Néandertaliens. Les hommes modernes sont en Afrique. Effectivement, ils sont au Maroc, ils ne sont pas très loin, mais on n'a aucun indice, mais alors vraiment aucun indice d'hommes modernes en Europe, en tout cas en Europe de l'Ouest. Alors il y a juste un seul candidat sur un site en Grèce où des collègues ont publié des restes humains qu'ils attribueraient à des hommes modernes et qui ont des âges assez anciens, qui pourraient être contemporains des Néandertaliens très anciens. Ces résultats sont contestés par la majorité de mes autres collègues paléanthropologues. Donc ça reste, si vous voulez, une flamèche bien maigrichonne de peut-être une présence humaine d'hommes modernes en Grèce sur un site contestable. Donc tout le reste de l'Europe est entièrement néandertalienne pendant 200 000 ans, 250 000 ans. Alors effectivement, on n'est pas au bout de nos surprises, mais disons que la géographie des trois espèces actuellement est quand même assez claire. Les hommes modernes sont en Afrique et viennent sur le Proche-Orient. Néandertal est en Europe jusqu'en Asie centrale et moi je pense jusque dans le nord de la Chine. Et vous avez les Denisoviens qui sont en Asie, certainement en Chine, dans tout le sud-est asiatique, et qui viennent se croiser avec des Néandertaliens dans l'Altaï russe. Donc en fait, vous avez trois humanités qui sont sur quasiment trois continents différents, mais qui ont des contacts. On le sait, ça. Mais l'Europe est quand même très néandertalienne. Hein. Donc c'est pour ça que je suis assez catégorique. Et la plupart des collègues que j'ai interrogés sont d'accord avec moi. Et quand on a publié ça, ça n'a pas été contesté par les rapporteurs qu'on a eus pour le papier de Nature. Donc voilà, je suis à peu près sûr. À peu près. Sûr. Après, les pollens, non, il n'y a pas de pollen. Ça se conserve très difficilement, les pollens en grotte, en fait. Et donc, les premiers tests sont assez décevants. On a même fait de l'ADN sur les sédiments pour essayer de voir si on n'avait pas de l'ADN. Parce que ça marche très bien dans l'Altaï russe, mais il fait trop bon à Bruniquel. En fait, en Europe du Sud, il fait trop bon, il fait trop tempéré, trop chaud. Et donc, l'ADN se conserve moins bien que dans les sites russes. Il fait un peu plus froid, mais l'ADN se conserve très bien. Et donc tout ce qui est palynologie, pollen, tout ça, ADN, ça ne marche pas trop bien chez nous. Surtout sur des périodes aussi anciennes. Voilà. On ne peut pas tout avoir, mais ça la limite. Bonsoir, merci pour la conférence. J'ai une question de paléo-ingénierie. Est-ce que c'est difficile de couper les stalagmites ? Est-ce que ça prend du temps ? Et d'après vous, on compte la construction de la structure en mois, en années ou en dizaines d'années? Merci. La première partie de la question est assez possible en termes de réponse. La seconde, ça va être plus compliqué. On a plusieurs hypothèses. Un de nos collègues, alors ce sont les spéléologues qui nous donnent les réponses, parce qu'en fait, les spéléologues, ils se permettent de temps en temps, dans certaines grottes, de casser des stalagmites. Nous, dans Bruniquel, évidemment, notre problème, c'est qu'on ne peut pas faire de l'expérimentation. On a beaucoup de mal à faire de l'expérimentation, à trouver une grotte en disant « Ok, les gars, allez-y, cassez tout, faites de l'expérimentation pour répondre à vos questions de Bruniquel. » Donc, on a ce problème de l'expérimentation. Mais quelques-uns l'ont fait. Et une des meilleure technique, apparemment,
et de donner un coup de percuteur assez fort et assez violent à la base de la stalagmite sans toucher la stalagmite. Et ça fait un effet, ça cisaille en fait très net la stalagmite. Donc ça c'est un de nos collègues, Hubert Camus, qui nous a dit que c'était assez possible. Après, on a des stalagmites qui sont sectionnés à différentes hauteurs, mais c'est vrai que la plupart sont quand même très très près du sol. Après, on a la stalagmite, c'est pas comme du silex ou du quartzite ou des roches qu'on taille, donc ça ne donne pas les mêmes indices d'ébitage, un point d'impact, des écrasements, etc. La réponse n'est pas la même en matière de résistance. Donc en fait, on ne voit pas tellement. On a bien regardé. On a vu quelques traces d'impact, quelques traces d'écrasement, mais en plus, elles sont recouvertes la plupart du temps par un léger film de calcite, donc ça empêche une étude. Donc en fait. Excusez-moi, je reviens sur la question là. Vous avez deux familles de stalagmites. Soit elles poussent sur de l'argile, et là c'est très très facile. Il suffit de les basculer. Parce qu'elles n'ont pas de racines, et même s'ils ont une petite racine, on peut les basculer, parce que l'argile est un matériau assez tendre. Donc là, difficulté zéro. C'est vraiment un jeu d'enfant. Si elles poussent sur des planchers stalagmitiques, sur la calcite, c'est là où c'est très compliqué, et c'est très difficile. Et donc cette technique qui consiste à donner un coup de percuteur, un gros galet de granit ou de quartz juste à côté pour le cisailler, apparemment ça marcherait, mais on n'arrive pas à faire cette expérimentation pour le confirmer. Mais nous avons un programme pour dans 2 ans. Voilà. Et l'autre question sur la durée, je ne peux pas vous dire. C'est ce qu'on appelle en préhistoire le temps intermédiaire. Nous, on maîtrise le temps long. On sait qu'on a 175 000 ans, le stade isotopique 6. On maîtrise le temps court. Voilà, pour tailler une lame de silex, on sait qu'il faut quelques secondes. Mais le temps intermédiaire, le temps d'occupation d'un site, on a énormément de mal, surtout sur des périodes comme ça, à l'estimer. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, il faut plusieurs personnes et c'est pas en quelques minutes. Nos collègues spéléologues disent que ça peut aller relativement vite, mais c'est au moins une paire d'heures ou 3-4 heures pour faire un élément de mur. Hein. Surtout si on va chercher les éléments un petit peu plus loin, quoi. C'est très difficile de répondre à cette question. Pour le moment, on est dans l'estimation très très vague. Voilà. Alors on a une question justement sur les fonctions. Les fonctions du lieu, donc quelles sont vos hypothèses, lieu de vie, fonctions symboliques? Alors, j'en parle pas trop parce qu'on a ouvert le dossier il n'y a pas très longtemps et c'est en cours d'analyse. Et donc, on voudrait aussi se réserver quand même la primeur de l'éditeur pour la publication. Les éléments que je peux vous indiquer, c'est qu'on a dressé une liste également de tous les possibles, il y en a pas mal, et on a éliminé tout ce qui était habitat. Structure d'habitat, c'est quasiment pas possible. On n'en connaît pas dans le registre archéologique. On ne fait pas des habitats aussi loin d'une entrée, même à des périodes beaucoup plus récentes, des habitats. Il peut y avoir des habitats temporaires, mais pas comme ça. Donc habitat, on peut éliminer. On a éliminé tout ce qui était technique. On a pensé à des structures pour peut-être retenir de l'eau. Une période un peu sèche. Dans les grottes, il y a de l'eau, on fait une sorte de réservoir. On connaît des réservoirs. Les réservoirs, en général, c'est pas du tout comme ça, et ça ressemble pas du tout à une piscine. Parce que là, ça ressemble plutôt à une piscine qu'à un réservoir. Donc en général, quand ils font des réservoirs pour de l'eau, c'est des choses beaucoup plus circonscrites, là où il y a une arrivée d'eau. Et c'est pas on fait pas comme ça des choses aussi grandes. Enfin bon, on a éliminé le réservoir, on a éliminé aussi d'autres activités techniques, on prélevait de la calcite, prélevait de l'argile, on connaît ça aussi à des périodes beaucoup plus récentes. Donc du coup, par défaut, on arrive sur le terrain des hypothèses symboliques. Et ça, c'est l'hypothèse qui apparaît d'ailleurs dans le documentaire de Luc-Henri Fage, de Brian Hayden. C'est lui qui, le premier, a dit assez franchement, ça ne peut être que des structures liées à des rites symboliques, des rites d'initiation, des rites pour le passage de la vie adolescente à la vie adulte. Et donc, il est en train de faire une étude, et nous l'accompagnons dans cette démarche, de faire des comparaisons avec ce qui existe en la matière, mais pour des périodes beaucoup plus récentes, avec un énorme danger de comparer des périodes aussi éloignées et des zones géographiques aussi distinctes. Mais on est plutôt sur le terrain du symbolisme et de tout ce qui est
non alimentaire, non technique et non habitat. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et donc, on a une question justement sur l'espérance de vie de ces populations à l'époque. Est-ce que vous avez des idées? Oui, enfin, c'est pas moi qui ai des idées, c'est Eric Trinkos qui a fait un travail sur l'espérance de vie des néandertaliens qui est exactement la même que les hommes modernes. Donc il n'y a pas une espérance de vie moindre des néandertaliens que des hommes modernes, en tout cas pour des périodes de plusieurs milliers d'années. Il n'y a pas de raison, si vous voulez, dans les restes humains qu'on a néandertaliens, on a de tout, depuis le bébé jusqu'à comment dire, l'adulte très âgé qui doit à peu près avoir mon âge de la Chapelle aux Saints. Donc des gens qui ont 50, 60 ans, c'est très âgé dans les populations de chasseurs-cueilleurs, et il y en a. On a même des gens très âgés qui ont été pris en charge par le groupe. Il y a plusieurs sites, dont la grotte de Chanidar, qui montrent des individus qui ne pouvaient pas subvenir à leur alimentation. Ils n'avaient plus de dents, je ne sais plus, il y en a un qui était infirme, enfin bon, des horreurs. Mais en tout cas, ils ont survécu à des accidents ou des infirmités pendant plusieurs années. Et donc, ils étaient pris en charge par le groupe. Donc tout ça montre une population, une société qui n'a pas de décalage avec les hommes modernes de la préhistoire. Néandertal, c'est la même chose. Voilà. On a une question dans la salle. Est-ce qu'on sait si la topographie autour du lieu a changé en 150 000 ans ou pas? Oui, bien sûr. Bonne question aussi. Bien sûr, elle a changé. Les versants se sont réglés, les vallées se sont enfoncées. Donc l'Aveyron était un petit peu plus haut. Quand je dis que les versants se sont réglés, c'est-à-dire que les abrupts rocheux maintenant sont moins abrupts qu'ils étaient à l'époque, et ils sont recouverts de cônes d'éboulis qui sont dus aux derniers glaciaires ou aux 2 derniers glaciaires qui sont venus régler ces versants. Donc on a une physionomie de la vallée qui s'est un petit peu aplanie, un petit peu affadie, si vous voulez. Et surtout, la grotte n'est plus accessible. Elle devait être majestueuse, avec une entrée, un porche qu'on devait voir depuis l'autre rive de l'Aveyron, peut-être depuis très loin. On a réfléchi à ça parce qu'ils ont probablement sélectionné cette grotte pour ses qualités aussi. Souvent, on a des grottes ornées qui sont les grottes ornées les cavités les plus importantes d'un secteur. C'est le cas de Chauvet ou de Pêche-Merle. Ce sont les 2 grottes les plus importantes de la vallée. Donc Bruniquel est peut-être la grotte aussi la plus importante de la vallée et qui devait être connue, identifiée. Et donc oui, bien sûr, le paysage a quand même pas mal changé. Ouais. Et ça, c'est le travail des géomorphologues. Surtout l'entrée, bien sûr. On a une question sur l'emplacement des éléments. Est-ce que sur donc toutes ces concrétions, donc toutes ces constructions, est-ce que vous avez des hypothèses sur voilà, l'emplacement particulier des éléments, notamment par rapport au point de lumière, enfin d'éclairage, et donc aussi vis-à-vis de l'extérieur? Et la personne ajoute, je pense, par exemple, au champ magnétique de l'époque. Je ne sais pas si j'ai totalement compris la question, mais en tout cas, on travaille avec l'équipe de Catherine Ferrier et Jean-Claude Leblanc sur des notions d'éclairage et des modélisations d'éclairage. Ce qui nous importe aussi, ce qu'on fait souvent en préhistoire pour des sites de cet ordre-là, c'est d'essayer d'enlever les éboulis d'entrée pour voir jusqu'où la lumière du jour pénètre. Parce que ça peut évidemment faciliter l'arrivée à 300 mètres sous terre. Maintenant, c'est dans le noir absolu dès le 1er mètre. Mais à l'époque, si on enlève le grand ébouli, qui est peut-être contemporain, si on enlève 1 ou 2 mètres, du coup, ça fait un éclairage qui vient pratiquement à 80 ou 100 mètres. Et ça vient jusqu'à un endroit que je ne vous ai pas décrit, qui s'appelle le Grand Chaos, qui est à peu près à 50-60 mètres de l'entrée. Il y a un immense chaos, un ébouli qu'il faut contourner actuellement. Et on est en train d'essayer de dater ce chaos pour voir quel est son âge par rapport à... Parce qu'il contraint terriblement la circulation actuellement, mais est-ce qu'il le contraignait à l'époque? Et après... ouais, j'ai indiqué également que la salle où il y a les constructions est la salle la plus vaste. C'est une salle qui a des qualités acoustiques. Là, on est en train de mener des études également pour voir si le fait que cette salle est très vaste, a des qualités acoustiques peut-être un peu comme une salle de spectacle, a pu jouer aussi. Ça irait dans le sens d'une appropriation plutôt symbolique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans la question là?
Je pense plus sur l'hypothèse des... Enfin, est-ce qu'il y avait, en fait... comment vous interprétez la manière dont ont été placés les morceaux les uns par rapport aux autres et par rapport à d'autres éléments que vous auriez trouvés dans la grotte, en fait? Oui, on n'a pas fini là-dessus. On est en train de reconstituer la chaîne opératoire d'aménagement. On a fait ça seulement... Enfin, des collègues ont dressé, ont ébauché les premiers éléments. Effectivement, il y a... Les structures, là je les ai décrites très rapidement, mais il y a une partie qui est très très aménagée, très architecturée, puis il y a des parties avec juste des éléments posés au sol, et donc on est en train de comprendre si elles ont des fonctions différentes, s'il y a une entrée, une sortie. Notre problème, c'est, je l'ai dit rapidement, mais tout ça est recouvert de calcite, quoi. Donc c'est un peu compliqué de travailler sur un site qui est entièrement calcité et qui n'est pas visible, sinon que par des éléments architecturés qui ont survécu à ces nappages de calcite. Donc là, en mai prochain, on doit faire un sondage. On nous a autorisé, après 3 ans de démarches administratives, à faire un sondage, tout petit sondage de 30 par 30 à l'intérieur de la structure pour trouver le sol de fréquentation. On sait qu'il existe parce qu'on l'a trouvé dans les corottages. On a des petits charbons à chaque fois. Donc on sait qu'il existe sous 7 ou 8 cm de calcite. Parce qu'évidemment, c'est aussi une archéologie sans objet, quoi. On fait une archéologie avec rien, sinon des constructions. Et donc, on aimerait bien avoir quelques éléments de faune, d'outils. On a des outils, mais ils sont à l'entrée. On est en train de trouver les premiers outils de Bruniquel. Voilà, j'ai un peu répondu dans le désordre, mais c'était pas facile comme question. Est-ce que vous avez des questions? Je crois qu'en fait, il y en a encore une. Est-ce que vous pouvez citer le titre, je crois que vous l'avez fait tout à l'heure, mais les références du documentaire donc d'Arte que vous avez évoqué, et également le titre de la publication dans Nature ou la date plus précise? Oui, le réalisateur, c'est Luc Orifage, et je l'ai à l'écran là, et le documentaire s'appelle Le mystère de la grotte de Bruniquel. Il a été diffusé 3 ou 4 fois sur Arte. Je sais pas s'il est... Ça m'étonnerait qu'il soit en libre accès, mais sinon, il faut écrire à Luc Orifage. Et la publication de la Nature, ben voilà, Early Neanderthal Constructions Deep in Bruniquel Cave in Southwestern France. Merci. 2016. On a une question sur les liens de parenté entre les différentes espèces humaines. Donc, quels étaient-ils en fait? Question pour un anthropologue, mais les liens de parenté entre les espèces humaines contemporaines, de Néandertal, modernes, denisoviens, hein, bah ça, c'est des débats sans fin. Hein. Il y en a même qui sont vous savez, les anthropologues, ils ont une qualité, ils ne sont pas d'accord entre eux en général. Donc il y a plusieurs écoles, c'est assez compliqué. Hein. Il y a quand même un consensus pour dégager Néandertal, la lignée, ce qu'ils appellent la lignée des Néandertaliens qui démarre en Europe vers 300-400 000 avant le présent. Et en fait, il y a une espèce de spécialisation anatomique, biologique, qui fait que cette lignée va être de plus en plus néandertalienne. En fait, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de sa disparition, ils vont être de plus en plus néandertaliens. Et en fait, les derniers sont ce qu'on appelle les néandertaliens classiques, ceux en général qui sont reproduits dans les musées ou dans les magazines, parce que c'est ceux-là les plus différents, les plus néandertaliens. Ceux qui sont à l'origine ne présentent pas encore tous les caractères néandertaliens. Et donc, ils se sont progressivement distingués des hommes modernes africains. Ils ont évidemment la même origine, puisque tout le monde sort d'Afrique, out of Africa. Donc, évidemment, si vous remontez l'ascendance, il y a à un moment donné un ancêtre commun qui a 700 000 ans, 800 000 ans ou 1 million d'années, qui était en Afrique, qui est sorti d'Afrique. Et donc, ces humanités se sont différenciées en fonction de leur géographie. Et donc, il y a aussi, me semble-t-il, un consensus des anthropologues pour indiquer que Néandertal est une forme d'adaptation au climat très froid et aux hautes latitudes. Et donc, leur spécialisation anatomique est une formidable adaptation au froid, parce que Néandertal a connu beaucoup plus d'épisodes glaciaires que d'épisodes interglaciaires. Donc, ils ont dû s'adapter au froid et ils ont transformé leur anatomie qui s'est progressivement bien adaptée au froid.
contrairement aux hommes modernes d'Afrique qui sont restés voilà, sur une anatomie un petit peu distincte. Mais ils sont suffisamment proches les uns des autres pour, quand ils se retrouvent au Proche-Orient, échanger des gènes et qu'une néandertalienne aille avec un homme moderne ou l'inverse. Et on le sait évidemment par la palégénétique. Ça s'est passé vers 70 000 ans à peu près au Proche-Orient. Et on sait également que les Denisoviens se sont croisés avec des néandertaliens dans l'Altaï russe, puisqu'on a même un reste humain, je ne sais plus ce que c'est, enfin, il y a un petit reste humain dont le père est néandertalien et la mère denisovienne ou l'inverse. Donc on commence à avoir des preuves presque archéologiques. C'est plus que on va au-delà de l'horloge génétique. Là, on est en train d'avoir quelques éléments de preuve de ces métissages, de ces hybridations. On le voit également avec les premiers hommes modernes qui arrivent en Europe, en Roumanie, en Bulgarie, là, vers 45 000 ans, ou les premiers hommes modernes qui arrivent en Bulgarie et en Roumanie, qui viennent forcément du Proche-Orient, ils ont 3 ou 4 générations antérieures croisé un néandertalien ou une néandertalienne. Et donc on a comme ça des héritages néandertaliens chez les premiers hommes modernes. Et d'ailleurs, ici, nous avons tous un héritage néandertalien infime, 1%, 1,5%, ça dépend comment on les calcule, mais nous avons dans notre patrimoine génétique un petit héritage néandertalien. Les seuls qui n'en ont pas, ce sont les Africains qui ne sont jamais sortis d'Afrique. Ce qui arrive de moins en moins. Les Africains passent leur temps à sortir d'Afrique depuis 3 millions d'années. Excusez-moi de dire ça de manière un petit peu plaisante, alors que ça télescope une actualité qui est beaucoup plus bouleversante. Mais les Africains passent leur temps à sortir d'Afrique et donc rencontrent des humanités qui sont sorties avant, antérieures, ancestrales, et se croisent avec elles. Donc du coup, ça fait un mélange quand même très très compliqué. On peut renvoyer aussi notre auditeur sur la conférence de Sylvana Condemi du 9 novembre où il y aura sûrement quelques réponses. Et alors une dernière question, c'est sur les croyances et habitudes justement vis-à-vis des grottes. Enfin, qu'est-ce qu'on sait sur... Enfin, vous en avez parlé un petit peu. Donc c'était plutôt l'homme moderne qui était dans les grottes ornées. Mais donc qu'est-ce qu'on sait sur, voilà, sur l'usage des grottes et les croyances Et oui, ça c'est évidemment très intéressant. Alors ça, moi je suis en train de me former à cette discipline et Sophie Verheiden là connaît assez bien parce qu'elle était pas mal d'endroits du monde et elle a pu constater, et d'une manière générale, nous constatons tous qu'en fonction des endroits du monde où on se trouve, les sociétés n'ont pas la même relation avec le monde souterrain. Certains se l'approprient, y vont, ils déposent des défunts, donc ça s'appelle des grottes sépulcrales, ou vont loin dans les grottes pour aller chercher des matériaux au Mexique. Ça ne les dérange pas. Et d'autres humanités ne vont pas du tout dans les grottes. C'est des endroits tabous, interdits. Peut-être les considèrent-ils comme dangereux. En tout cas, c'est le monde où on ne va pas. Et donc c'est pour ça qu'on pensait dans notre logiciel que Néandertal n'allait pas dans les grottes parce que c'était dangereux, parce que les ours en sortaient, parce que je sais pas, enfin... Et donc on a comme ça des humanités qui s'approprient plus ou moins le monde souterrain et qui, quand ils se l'approprient, ils font des choses plus ou moins étranges, qui sont en général du domaine du symbolisme, mais pas que. Il y a des fois des actions techniques, aller chercher des matériaux. C'est quand même souvent symbolique. Et donc, ce qui est très impressionnant, c'est en Europe, évidemment, à partir de 40 000 ans, où là, en Espagne, en France, principalement, et ça aussi c'est intéressant, parce qu'on n'en parle pas suffisamment, mais il n'y a qu'en France et en Espagne où régulièrement, les hommes du Paléolithique vont dans les grottes, gravent, peignent, sculptent dans les grottes, partout, et ils vont très loin et de manière très spectaculaire. Eux, ils se sont complètement approprier ce monde souterrain, et d'autres grottes dans le fin fond du Caucase, au Maghreb, au Proche-Orient, il n'y a jamais d'art. Alors peut-être qu'il y a des problèmes de conservation dans ces régions-là, mais il y a quand même des zones géographiques où on va dans les grottes, et il y en a d'autres où on ne va pas dans les grottes. Donc voilà, c'est une réponse à géographie variable. Et alors, il y a une question qui vient de nous arriver sur l'acoustique des grottes. Et du coup, est-ce que vous avez trouvé des traces de choses qui pourraient s'apparenter à des instruments de musique ? Pour ces périodes-là, c'est assez compliqué. Il y a soit des instruments fabriqués, donc des flûtes, donc des os. En général, c'est des os de grands oiseaux, de vautours, de grands...
Ouais, ces grands oiseaux qui ont des os creux et qu'il suffit de percer pour faire des flûtes assez sommaires. Et donc il y a une flûte qui a été trouvée dans une grotte en Slovénie qui s'appelle Divi Babe. Et pour les uns, cette flûte est d'origine néandertalienne, mais pour les autres, qui sont majoritaires, hélas, pour le romantisme, c'est des traces de morsures de grands carnivores qui viennent faire ces trous naturels. Donc la flûte n'est pas validée par une majorité d'entre nous. Voilà. Après, on a ce qu'on appelle les lithophones dans les grottes. Et moi-même, de temps en temps, je fais ding-dong sur des stalactites. Et ça fait vraiment... on peut vraiment faire... On peut jouer presque de la musique uniquement en tapant avec une petite baguette sur des stalactites. Ça fait vraiment une superbe gamme de sons. Mais malheureusement, ça ne laisse pas suffisamment de traces pour pouvoir démontrer qu'il y a bien eu action. Alors, on en connaît quelques-unes dans le Païtique récent, où on a des vrais lithophones, à Cougnac, dans des grottes des Pyrénées, on en connaît. Pour nos périodes, on a un petit peu regardé dans Bruniquel, on cherche. Moi, je pense qu'il y a eu, mais je ne peux pas le démontrer, hélas. Vous n'avez plus de questions? Voilà, merci infiniment.